Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la reprise du processus électoral du football ivoirien. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est prévue pour le samedi 23 avril prochain. Ainsi, on a décidé le comité de normalisation au terme d'une réunion mercredi soir avec les présidents de clubs et groupements d'intérêt. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous ce soir, Adam Nabi, il est président de la Jeunesse Athletic Club de Zieunula. Salih Victogo, président du Stella Club de football, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Kone Cheikh-Oumar, ex-président de l'Africa Sport d'Abidjan. Bakayoko Kapi, analyste spécialiste de sport en duplex de Séguéla. Freddy Akai, il est journaliste spécialiste de sport. Meguei, que vous connaissez bien, journaliste spécialiste de sport. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est un plaisir. Merci en tout cas, parce que c'est soir de Classico, vous le savez, cette fameuse rencontre épique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ouais. Vous avez quand même tenu à être là avec nous, merci. Je rappelle que c'est l'une des rencontres sportives les plus suivies au monde. Merci tout de même. Alors, messieurs, dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons un sujet lié au transport, notamment les VTC, qui estiment que la réglementation est source d'inquiétude. Et donc, c'est ce que nous allons évoquer dans la deuxième partie de cette émission. C'est donc relancé, messieurs, pour cette élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Suspendu le 9 mars 2022, le processus électoral à la Fédération reprend. Le comité de normalisation a annoncé un nouveau chronogramme. Il donne rendez-vous aux acteurs du ballon rond le 23 avril 2022 pour élire leur président. Je vous propose de voir ce sujet de Salif Yalekwe et on en parle juste après. Le 23 avril 2022. Telle est la nouvelle date retenue par le comité de normalisation en vue de la tenue de l'Assemblée générale qui sera sanctionnée par l'élection du président de la FIF après la suspension, il y a quelques jours, du processus électoral. Cette décision a été prise au terme d'une réunion avec les clubs et groupements d'intérêt. Les échanges, francs et directs, ont permis de trouver une issue pour lever le blocage lié à la question des parrainages. Il a été à cet égard accepté la convocation d'une assemblée générale à l'effet de statuer sur la modification de l'article 47.3 tel que proposé par le comité de normalisation. Les dates des assemblées générales modificatives et électives ont été d'un commun accord, fixées comme suit. Le 5 avril 2022, assemblée générale modificative de l'article 47.3 des statuts. Le 23 avril 2022, assemblée générale pour l'élection du président de la FIF, des autres membres du comité exécutif, du président, du vice-président et des membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Les dépôts de candidatures sont prévus à partir du 8 avril, quand la campagne électorale, elle, sera ouverte le 16 du même mois. Un courrier de la FIFA et de la CAF remettait en cause la notion de parrainage mentionnée lors de la dernière Assemblée générale. Toute chose qui avait conduit les patrons de la Maison de Verre à suspendre le processus électoral. Une médiation a été conduite par l'ancien président de la FIF, Jacques-Bernard Anoma, en vue de dégager un consensus pour la reprise de ce processus. Le mot se dégage à l'entame de cette émission, consensus et aussi fin de la crise. Est-ce que pour cette fois, les acteurs du football ivoirien sont d'accord, ont trouvé un consensus pour dire qu'on va vers la fin de la crise, on va vers la fin de la normalisation, la mise sous tutelle du football ivoirien? Kone Cheikh-Oumar. Merci beaucoup, Ali. Je pense que ce sont les acteurs du football qui sont partis et qui ont décidé d'aller à l'Assemblée générale le 5 avril rapidement et tout. Mais pour ma part, je pense qu'on n'est pas encore sorti. On n'est pas encore sorti de l'auberge, pourquoi? Non, pas du tout, parce qu'ils veulent aller aux élections rapidement pour enlever la normalisation, pour venir, parce que chaque camp pense qu'il sera gagnant, il va gagner pour venir s'asseoir. Mais le problème qui nous a emmené à la normalisation, est-ce que ça a été réglé? La crise entre les présidents de club, la méfiance qui existe entre les présidents de club, la guéguerre qui existe entre eux et qui a été activée par les différents candidats à la candidature et consorts. Tant qu'on ne ramène pas la sérénité dans notre football, parmi les acteurs du football,
Vous pensez que ces élections-là vont nous sortir de cette crise? Non. Donc pour vous, certains acteurs confondent vitesse et précipitation. Absolument, parce que le sujet n'a pas été réglé. C'est-à-dire la crise, le problème n'a pas été réglé. Ce qui nous a amené à la normalisation, les courriers qu'on a amenés à la FIFA, ce qui nous a amené à Zurich et consorts, est-ce que ça a été touché? Nabi à côté. Est-ce que ça a été touché? Maintenant, tout le monde dit qu'il faut faire partie de la normalisation. Mais la normalisation n'est pas la cause. La normalisation est la conséquence. Adama Nabi, vous partagez je pense que postulat. J'ai eu la chance de faire partie de tous les travaux qui ont permis d'aboutir à ce calendrier. Et donc, je suis à l'aise de vous dire que chacun des acteurs, notamment des présidents de clubs et groupements d'intérêt, ont eu à faire des efforts pour que nous puissions baisser la température. Et même si rien ne peut être parfait, mais je pense qu'il fallait d'abord baisser la température, s'entendre sur un minimum pour remettre le processus électoral. Koné Chakoma parle de précipitation. Oui, c'est vrai, on peut dire, mais je pense que nous n'allons pas confondre beaucoup de choses. Hein. La normalisation, certes, elle peut avoir été causée par plusieurs choses bien avant, mais elle est venue sur un processus électoral en 2020 qui n'a pas été tenu et que quand on prend tout ce qui a été donné comme raison de la mise en place du comité de normalisation, tout était relatif au processus électoral de 2020. Et donc, pour moi, celui qui viendra aura pour mission de régler les problèmes restants. Mais le comité de normalisation ne peut pas venir régler tous les problèmes de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. C'est pour cela qu'il faut un président élu qui aura la légalité et la légitimité. Voilà. Très bien. Amégaï? Je pense que je dirais wait and see, hein, comme diront les Anglais, wait and see, parce que avec les acteurs du football ivoirien, sait-on jamais. Je le dis parce que nous sommes à notre troisième report, hein, mine de rien. C'est cela. Et aucune élection à la Fédération ivoirienne de football n'a eu de frémissements dans les hameaux les plus reculés de Côte d'Ivoire. Comme celle-là. Comme celle-là. Depuis 1960, qu'existe la Fédération ivoirienne de football, c'est la première fois qu'il y a un chamboulement, un foisonnement au niveau de cette élection. Mais c'est terrible. Pourquoi? Parce que, pour une fois, il y a un acteur du football ivoirien qui a décidé d'être candidat. Et ce n'est pas n'importe qui. Vous faites allusion à qui? Non, mais c'est Didier Drogba, naturellement. Alors, les autres candidats, vous êtes en train de dire qu'ils ne sont pas acteurs du football. Je viens, j'ai dit, il y a un des footballeurs plutôt. Ah oui, d'accord. Un des footballeurs qui a décidé d'être candidat. Et non des moindres. Et c'est lui qui est venu un peu remuer le cocotier. Aujourd'hui, sinon, chaque 4 ans, il y a les élections à la Fédération ivoirienne de football. Il y a 2015, il y a eu les élections. Le président Salih Boutoura est venu tout à l'heure. Ça n'a pas autant intéressé les Ivoiriens. Mais c'est terrible cette fois-ci. Tous les réseaux sociaux en parlent, malheureusement. Amégaï, le calendrier annoncé par le Conor FIF, est-ce qu'il vous donne des raisons d'espérer de voir le bout du tunnel? Je souhaite tout simplement voir le bout du tunnel. Mais connaissant les acteurs du football ivoirien, j'en doute fortement. Vous en doutez, on en reparle tout à l'heure. Monsieur Aka, réaction? Bon, écoutez, on espère qu'on sera au terme de ce processus pour qu'on puisse installer la légitimité et la légalité. C'est vrai qu'on ne va pas régler tous les problèmes existentiels de notre football à l'issue de ce scrutin, mais le plus important, c'est de sortir de ce traquenard. Okay? On a une Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon en juin 2023. Il faut bien qu'on puisse avoir une équipe fédérale légalement connue, élue, pour que nous puissions aller tranquillement et sereinement à l'organisation de cette fête continentale. Bon, moi, je vais être un peu comme un Saint Thomas, attendre de voir. Et puis, bon, on souhaite, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter au football ivoirien que cette tenue des sélections. Monsieur, s'il y a un paramètre qui a cristallisé toutes les attentions et, j'ai envie de dire, enfoncer le clou de la division, c'est la question des parrainages. Aujourd'hui, il y a eu le consensus, me semble-t-il, pour lever le verrou des parrainages. Est-ce que c'est une solution ou c'est plutôt un problème qui a été déplacé? Koné Chakoma. Mais écoute, je pense que pour les parrainages, il faut saluer. Il faut saluer cette décision qui a enlevé la catégorisation des parrainages. C'est très important parce que la catégorisation elle-même, c'est un problème. C'est un problème parce que ça permet à chaque catégorie de pouvoir
asseoir, si tu veux, son hégémonie, s'ils s'entendent. Et donc, enlever la catégorisation, c'est à saluer et c'est bien. Et je voudrais profiter pour dire un peu au frère Nabi qu'effectivement, on peut dire que les problèmes, on ne peut pas les régler, il faut les régler après. Mais pendant que la normalisation, ce n'est pas la normalisation de le faire, mais pendant que la normalisation était là, tout ce temps-là, avant même d'arriver aux élections, pourquoi les acteurs du football n'ont pas trouvé le temps, ou bien les médiateurs n'ont pas trouvé le temps de ramener cette confiance-là entre les acteurs, de ramener cette cohésion entre les acteurs pour nous permettre d'aller à des élections sereines. C'est le terrain, en fait. Si le terrain n'est pas propice, on va glisser. C'est ça le problème. Donc, tant qu'on ne règle pas ce problème, on ira toujours à des élections calamiteuses et ça va créer plus de crises qu'il ne fallait. Très bien. Bakayoko Kapi, vous êtes analyste, spécialiste de sport. Vous êtes avec nous depuis Séguéla, où vous vous trouvez en ce moment. Vos premières réactions déjà ce soir? Déjà, je retiens qu'on attend peut-être un peu trop de la normalisation. Pourquoi? La normalisation n'a pas été installée pour régler tous les problèmes du football ivoirien. La normalisation a été installée pour conformer les textes de la FIFA à ceux de la FIFA. Il faut donc aller vers ceux-là afin que, une fois que les élections sont terminées, les acteurs du football se concentrent sur les problèmes du football ivoirien. Si on confond les deux, eh bien, on perd du temps. Je peux vous donner un exemple simple. Quand on regarde tout le débat qui a eu lieu, on s'est focalisé sur des personnes. Et donc, on est allé plus vers des querelles de personnes que vers des solutions organisationnelles. Quand je vois même la méthodologie que le CONO a utilisée, mais cela laissait le champ libre à beaucoup de supputations. Aujourd'hui, c'est bien que le sentiment que j'ai, c'est que tout le monde a compris qu'il faut sortir de la normalisation. Donc, aller aux élections suivant la dernière version des textes que propose la FIFA. Et une fois l'élection terminée, celui qui sera élu va s'organiser pour mettre en place ce qu'il faut pour que les acteurs du football pensent au développement du football ivoirien. On ne va pas tout demander à la normalisation parce que ce n'est pas son rôle de régler tout. En tout cas, la normalisation avait annoncé la fin de sa mission dans cette période. On va vers cette fin de mission du CONOR FIF. Salut Victor Go, bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Alors tout à l'heure, vos prédécesseurs semblaient indiquer qu'il y a une confusion entre vitesse et précipitation et qu'on allait vite en besogne et que même si on aboutissait à une élection qui désignait un président pour la FIF, on reviendrait au même problème. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut aller, je rejoins un peu cela, Adama, pour dire qu'il faut aller aux élections pour qu'on ait un président élu qui a la légitimité et la légalité. À partir de ce moment, on pourra régler les problèmes en suspens, disons, en suspens, mais il faut aller aux élections. Je crois qu'une transition, elle est faite pour être courte. Une transition, elle n'est pas faite pour être longue. Il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire les élections. Et à partir de ce moment, on trouvera toutes les solutions à nos problèmes. Et nos problèmes, on le sait, c'était un problème de malgouvernance. Et je crois que dans nos nouveaux statuts, il est bien précisé que l'éthique et la malgouvernance seront punies. D'accord. Monsieur, tout à l'heure, Bakayoko Kapi semblait indiquer qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être réglées, évidemment, par le CONOR FIF. Koné Cheikh Oumar disait aussi que les problèmes qui ont mené, d'ailleurs, à la normalisation sont loin d'avoir été résolus. Ces problèmes-là, c'est lesquels et on ne peut pas les résoudre. Ben, écoute, les problèmes, ils connaissent ici, c'est d'abord la division qu'il y a entre les acteurs du football. Une division sur fond d'intérêt. Sur fond d'intérêt. Le président Saïd Bitogo dit que c'est la malgouvernance. Mais écoutez, moi je pense qu'on ne se comprend pas. Hein. Quand on dit qu'il faut aller mettre un président légitime qui va venir arranger. Mais il y avait un président légitime et puis il y a eu la crise. Donc si le président légitime pouvait éviter crise, on n'aurait pas eu de crise. Parce qu'il y avait un président légitime, on a estimé qu'il gouvernait mal, on a estimé qu'il faisait... Et c'est ça qui a envoyé la crise. Donc, un président légitime peut venir là encore
et puis on va encore estimer qu'il est devenu dictateur, ou bien il gouverne mal, et puis la crise va continuer. Mais tant que la crise, aujourd'hui, est un problème, je dis, on ne demande pas ça à la normalisation. Non, ce sont les acteurs du football. La normalisation fait son travail, mais à côté, les acteurs profitent du temps que la normalisation prend pour faire son travail pour lui donner un terrain propice. Parce que tant que la normalisation n'a pas un terrain propice qui avait organisé ces élections sur ça, on va aller se cogner la tête et on va recommencer à zéro. Alors qu'on connaît. Donc chacun allait s'asseoir dans son QG pour attendre que la normalisation quitte. Mais la normalisation ne devait même pas venir. Personne ne veut de la normalisation. J'ai été le premier à dire il y a 1 an et demi ici que faisons attention, sinon on va à la normalisation et ce n'est pas bon pour nous. Personne n'a envie d'aller. La normalisation, c'est un ténia. Et quand c'est rentré, il faut faire doucement pour qu'elle sorte. Sinon, votre pied là-bas se pourrit et puis on va couper. C'est cela. Voilà. Alors, il y a une question que les Ivoiriens se posent, vous qui êtes acteur du football, c'est l'harmonisation de la disposition sur les parrainages. Vous l'avez accepté volontairement ou c'est une compromission finalement? Salut Victor Togo. Je crois que c'est une compromission. Je crois que chaque État a sa constitution et est décidée par elle-même. Je crois qu'en Assemblée, on avait demandé aux représentants de la FIFA s'il y avait des articles contraignants. On nous a dit non, donc nous sommes allés au vote et nous sommes restés au parrainage, des 8 parrainages. Et je crois que, pour moi, la démocratie n'est pas le nombre de candidats. Parce qu'on dit s'il y a les parrainages, il va y avoir 2 candidats, il va y avoir 3. Je veux dire que même si on part à 4 parrainages, s'il y a 21 candidats, c'est impossible. Est-ce que la démocratie, c'est le nombre de candidats ou c'est la conditionnalité pour être candidat? Parce que je crois que pour être candidat, Infantino était seul candidat unique. Motsepe, il n'y a pas eu une démocratie. On a même demandé aux autres de se retirer. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Le parrainage n'est pas le problème. Parce que si tu es un candidat que tu ne peux pas avoir une base, c'est pas la peine d'aller aux élections. Taubira, en France, elle n'a pas eu de parrainage. Elle s'est retirée. Je crois qu'il faut relativiser. Les parrainages, on ira même s'ils veulent qu'on parte sans parrainage. Ils ont fait sauter le verrou de la caution, alors que dans des clubs, on demande 10 millions. Et la fêtière même ne demande rien. Adama Nabi, comment vous vivez toutes ces dispositions? Oui, mais vous voyez, il y a qu'en Assemblée générale, beaucoup de choses ont été faites, mais c'est une responsabilité collective, y compris le comité de normalisation. Et je félicite Madame la Présidente du comité de normalisation parce que là où nous avons sorti ce dernier calendrier, au cours de cette séance, elle a quand même reconnu la part de responsabilité du comité de normalisation, sans omettre la part de responsabilité des présidents de club que nous sommes. Elle l'a aussi relevé. Mais elle a au moins reconnu sa part de responsabilité parce que pendant l'Assemblée générale qui a pondu cette disposition de catégorisation avec 8 parrainages, ce n'est aucunement une proposition venant des clubs. C'est une proposition venant du comité de normalisation. Pourquoi? La FIFA avait donné le comité de normalisation a eu un accord avec la FIFA pour proposer un type de parrainage. 4 parrainages au moins, 6 parrainages au plus sans catégorisation. Bon, ça a été mis sur la table. Il y a des présidents de clubs qui ont proposé 6 parrainages au moins. Ça aussi, ça a été mis sur la table. Et un autre groupe a proposé qu'on reconduise l'ancienne disposition, sauf qu'il faille ajouter que le double parrainage est proscrit, est interdit. Voilà, voici les 3 propositions qui étaient sur la table. Et chacun a défendu sa proposition et donc a abouti sur un blocage. Voici ce qui s'est réellement passé. Et donc, le comité de normalisation a demandé une pause de 10 minutes pour se concerter et venir avec une proposition consensuelle. C'est après la pause que le comité de normalisation est venu avec la proposition qui fait aujourd'hui débat. Et donc, qui a été adopté à l'unanimité. Aucun membre n'a voté contre cette disposition, y compris ceux qui se plaignent aujourd'hui. C'est une disposition qui a été votée à l'unanimité des membres. Mais quand on sort, et donc, Madame la Présidente, pourquoi elle dit qu'elle a sa part de responsabilité? C'est parce qu'elle s'est vue, elle-même l'a dit, c'est ses mots. C'est ses mots. Elle a été contrariée par la FIFA. Parce que quand quelqu'un vous envoie en mission, que vous faites quelque chose et que ce que vous avez proposé, les autres acceptent,
et que c'est celui qui vous envoie, qui vient contre, mais vous êtes contrarié. Elle l'a reconnu au cours de la réunion qui a pondu ce communiqué. Pour dire que nous n'avions pas un problème de fixation au niveau des parrainages, vu le nombre de propositions qui étaient sur la table. Mais quand ça doit bloquer tout le football ivoirien, mais aujourd'hui, là, je profite de cette antenne pour remercier le président d'honneur Jacques Anouma qui a pris l'initiative de faire baisser la température en rencontrant les différentes parties. Parce qu'il faut savoir qu'après la lettre de la FIFA, les rencontres que le comité de nomination a eues avec les différentes ligues, les différentes divisions, chacun a dû exprimer son mécontentement, son désarroi. Et donc, la situation était crispée. Et donc, finalement, il faut remercier les acteurs également, remercier aussi Madame la Présidente du comité de nomination pour avoir sorti ce document et ce processus-là pour qu'il soit remis en route. Moi, j'ai confiance que nous allons pouvoir y arriver. Freddy Yaka, vous êtes journaliste et beaucoup d'observateurs ont vite fait de donner de la voix pour dénoncer une ingérence de la FIFA. Réaction? Moi, je voudrais qu'on soit clair dès le départ. Dites-nous. Monsieur le président Jacques Anouma a dit tout à l'heure, il fallait tout faire pour éviter l'installation d'un comité de normalisation. On est bien d'accord. Il fallait tout faire pour l'éviter. On est bien d'accord. À partir du moment où le comité de normalisation est installé, mais qui installe le comité de normalisation? C'est la FIFA. On est bien d'accord. La Côte d'Ivoire n'a pas inventé le football. Le football a été inventé par les Anglais, géré par la FIFA. Et si la FIFA installe un comité de normalisation, on doit être permanemment sous les injonctions de la FIFA. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc l'attitude de la FIFA est normale concernant le parrainage selon vous? Et c'est dit dans le code électoral qu'à tout moment, la FIFA peut intervenir dans notre code électoral. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont assez frileux. À partir du moment où on a accepté l'installation du comité de normalisation, on devrait accepter tout ça. Donc la FIFA est dans son rôle. La FIFA est dans son rôle. On aurait pu éviter cette énième crise, à mon avis. Très bien. Freddy Yaka? Moi, je ne peux pas parler d'ingérence. Il y a les acteurs du football en Côte d'Ivoire qui se sont rendus à Zurich, qui ont convoqué l'ancien comité exécutif de la FIFA. Ce n'est pas maintenant que notre football se trouve à la croisée des chemins. Les problèmes ne sont pas nés avec la normalisation. Le président Nabi a évoqué tout à l'heure l'unanimité. Mais l'unanimité n'est pas souvent un critère de vérité. On peut se tromper dans le grand nombre. Le président, l'ancien président de l'Afrique, Kone Shakuma, a dit tout à l'heure que la catégorisation des parrainages posait un problème. C'est tellement simple. Ça donnait, par exemple, un pouvoir au groupement d'intérêt qui pouvait annuler le choix d'un club de football. Moi, je ne trouve pas ça normal. Un président de club, M. Bictoro qui est là, il paye ses joueurs, il entretient ses joueurs, il s'occupe de leur vie. Il choisit de donner son cutus à un candidat et parce que celui-ci n'a pas pu avoir le parrainage d'un groupement d'associations, on dit le vote de M. Bictoro ne compte pas. Mais comment est-ce qu'une association d'anciens footballeurs ou de médecins doit annuler le vote ou bien le choix de M. Bictoro? Pour moi, il n'y a pas de logique. Maintenant, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'exclure de la FIFA. Elle ne peut pas s'exclure de la CAF, ni de l'UFOA. Nous sommes en train de dire aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Seul, on ne peut pas évoluer. Bon, si la Côte d'Ivoire décide de croiser le fer avec la FIFA, mais elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que tous les projets de développement de notre football viennent tous de la FIFA. Quelle est la politique de développement du sport roi en Côte d'Ivoire? Cette question, si on la pose aujourd'hui au vainqueur de la Coupe de la Confédération en 1993, le Stella Club d'Adjamé, président, c'était contre les Tanzaniens, je crois bien. Le Stella, après ça, où est-ce que notre club s'est retrouvé? Est-ce que les sponsors sont venus avec ce club pour essayer de lui tracer des trajectoires futuristes? Le Stade d'Abidjan, qui a gagné la Coupe des clubs champions en 1966, est aujourd'hui en deuxième division. Le SOE Sport de San Pedro, qui a disputé la finale... L'Africa Sport National aussi. Contre le National. Deux fois vainqueur de la Coupe de... Contre le National du Caire, perdu dans les derniers instants, aujourd'hui en deuxième division. L'Africa qui perd contre le Zamalek, qui perd contre le tout-puissant Mazembe, mais qui gagne en 92 contre le Vitalo de Bujumbura et en 99, cette grande équipe à El Mensa de Tunis. Ben écoutez,
Où se trouve aujourd'hui l'Africa? C'est l'ADN de fonctionnement, de gestion de nos clubs qu'il faut revoir. Les gérer comme des entreprises. Les problèmes du football existent. Il faut rapidement organiser ces élections, mais se braquer contre la FIFA, c'est un duel perdu d'avance. D'accord. Voilà. Bakayoko Kapi, réaction sur la question des parrainages notamment. Bakayoko Kapi, est-ce que vous nous recevez? D'accord, très bien. Saleh Bictego, allez-y. Je vais relever un peu ce que M. Aka a dit. Non, on ne se braque pas contre la FIFA. Je crois que on a été bien clair. On a posé la question s'il y avait des articles que la FIFA ne souhaitait pas qu'on touche. On nous a dit non. Si après, quand vous voyez la lettre qui est venue après, comme on le dit souvent, un Européen n'aurait pas signé cette lettre-là. Je vous l'ai dit. Parce que quand vous lisez la lettre, elle est insultante. Et ça, nous sommes aussi... Beaucoup d'observateurs ont parlé de condescendance. Voilà. Il paraît que des rumeurs. Mais est-ce que sur des rumeurs, la FIFA, qui est une grande instance, peut-il prendre une décision? Sur des rumeurs, mais tu enquêtes. Et c'est ça qui est choquant. Et j'ai dit, si c'était des Européens, n'auraient pas signé cette lettre. C'est deux Noirs qui ont signé. Et c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant. Il a fait la genèse de tout ce qui s'est passé. Mais le football, dans d'autres pays, Iwanyangu a disparu. Au Nigeria. Président, c'est devenu Airtland. Iwanyangu a changé de nom. C'est devenu maintenant Airtland. Très bien. Mais vous aurez le temps, un autre temps de parole, ne vous inquiétez pas. Le Shooting Star et tout ça. Je crois que la politique, elle est faite. La politique du sport est faite pour tout le monde. Ce n'est pas un individu. Un individu seul ne peut pas gérer un club. C'est tout un ensemble. C'est une volonté politique. Aujourd'hui, quand vous prenez au Niger, le président Bazoum, qu'est-ce qu'il a décidé? D'accompagner les clubs de Ligue 1 à hauteur de 100 millions pendant 3 ans pour lancer le football. Je crois qu'il y a tout un ensemble. Il faut faire les états généraux de notre football. Tous ceux qui connaissent le football, on doit pouvoir s'asseoir, faire un séminaire, discuter et savoir où on va. Mais quand vous citez des clubs, c'est vrai, l'Africa, vous savez pourquoi ils sont en Ligue 2. Mais nous sommes responsables de notre propre turpitude. Il a parlé tout à l'heure d'un président légitime. Mais comme je l'ai dit, la crise, ce n'était pas une crise. Nous avons critiqué une malgouvernance. Nous disons que quand une fêtière a la possibilité d'avoir un budget dossier de 9 milliards par an, il n'est pas normal que les clubs soient dans la difficulté permanente. Il n'est pas normal que la subvention allouée au club soit inférieure au salaire que touchent même les employés de cette fêtière. Là, vous rappelez les griefs voilà, du GX je veux dire que ce n'est pas lié à... Et comme on le dit, nous sommes responsables de notre propre turpitude. Cette crise, elle est née de quoi? Parce qu'on a rejeté nos élections. Le mandat du COMEX sortant était en février 2020. On a traîné, et c'est qui devait arriver on est en 22. Bienvenue à la normalisation. Alors, Bakayoko Kapi, réaction par rapport au parrainage, notamment, rapidement. Une guerre fratricide entre les dirigeants, hein, non? Pour moi, le parrainage a juste posé le problème de la mauvaise qualité de la méthode du CONOR. Pourquoi? On n'imagine pas dans une entreprise, je vous explique, on n'imagine pas dans une entreprise qu'on fasse valider un document par le directeur général puis le ramener à un directeur technique quel qu'il soit. Moi, j'ai entendu le CONOR dire, on a fini de faire les textes, on l'envoie à la FIFA et on vous revient. Non. Il s'agissait de conformer les textes ivoiriens à ceux de la FIFA. Le CONOR aurait dû donc juste lister tous les éléments non conformes, proposer des solutions et les faire adopter ici avant d'envoyer sa version corrigée à la FIFA. De cette façon, la FIFA aurait permis tout de suite de dire ce qui était considéré par elle comme conforme à ce texte ou ce qui ne l'était pas. Donc le club ne serait pas venu voter un texte alors que la FIFA avait déjà donné des directives qui ne permettaient pas les textes que les clubs ont votés. Donc je dis simplement que c'est une erreur de méthode et c'est bien que les clubs aient eu la sagesse de laisser tomber tous les griefs et d'aller aux élections avec les nouvelles dispositions. Parce qu'en fait, moi je dis toujours,
Le développement du football ne se fait pas avec une normalisation. Le développement du football se fait avec un mandat normal. C'est à l'intérieur d'un mandat normal qu'on discute, qu'on échange. Quand je pense même à la crise qui est évoquée par certains des invités sur le plateau, quand le G42, je ne sais plus combien c'était, a évoqué tous les griefs qu'il avait contre le mandat de Sidi, la réponse, la solution à ces différents griefs a posé le problème. On ne résout pas des problèmes d'organisation en s'attaquant à des personnes. Dès lors que le G40 a proposé de démettre le président, ils ont eux-mêmes enfoncé leurs problèmes. Il fallait tout simplement, à partir de tout ce qu'ils avaient évoqué, aller en AG, faire les textes qu'il fallait pour corriger les écarts de gestion. Quand on a par exemple constaté qu'il y a eu des détournements, on doit seulement adopter des textes, des règles qui empêchent ce type de réalité. Quand on a mis ça en place, que ce soit le président qui est là, qui termine dans son mandat normalement, ou celui qui va arriver, on a résolu un problème. Mais quand vous dites que la solution, c'est d'enlever celui qui est là, vous créez un problème de personne. Involontairement, vous créez un problème de personne. Et c'est pour ça que cette situation-là, c'est enlisée. Parce que qui que ce soit, ne serait-ce que par orgueil, ne peut accepter d'être enlevé comme ça, d'être enlevé sur ce qu'il a comme, ce qu'il considère comme un mandat légitime. D'accord. Donc moi, je disais bien que certains des griefs étaient certainement avérés, mais c'est juste que la solution n'était pas une bonne solution. La solution aurait été de réorganiser la gestion, de proposer des textes ou des procédures réglementant les formes de dépenses, les formes de sortie, les formes... Alors, visiblement... Baliser pour éviter... D'accord, poursuivez. Voilà, on aurait pu baliser pour éviter les dérapages, donc on ne l'a pas fait, on a créé un problème de personnes. Aujourd'hui, ce que le CONO a fait comme erreur sur le principe de validation des textes, les clubs sont en train de rattraper en acceptant les nouvelles dispositions de la FIFA et en allant aux élections. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que tout le monde aille aux élections. C'est au président qui sera élu de comprendre qu'il y a un rassemblement à faire. C'est à lui de construire ce rassemblement. Ce n'est pas la normalisation de construire le rassemblement. La normalisation est faite pour faire en sorte que nos textes soient conformes aux textes de la FIFA et qu'on n'ait plus ce que nous considérons comme une ingérence dans nos affaires. Parce que tant que vous faites les choses suivant les normes qui sont prévues, il n'y a pas d'ingérence prévue, il n'y a pas d'ingérence possible. Il faut simplement se calmer et puis se dire, OK, celui qui sera élu aura 4 ans. Si au bout de 4 ans, on n'est pas d'accord, on n'en est rien d'autre. Mais on ne va pas se bloquer ici et maintenant face à des problèmes que la structure qui est là n'a pas vocation à résoudre. On vous a bien entendu, Bakayoko Kapi. Avant de vous donner la parole, Koné Komar, j'aimerais qu'on entende M. Simon, qui nous appelle d'Aboisseau. M. Simon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre point de vue, rapidement? Allez-y. Moi, bon, je n'ai pas un point de vue que je vais donner, mais je suis en train de voir à la longue. Vous faites une analyse, allez-y, allez-y. Je suis en train de voir à la longue. Oui. Avec le débat que nous avons en Côte d'Ivoire concernant les élections de la FIFA. Oui. Est-ce que la FIFA, un jour, ne va pas prendre une décision pour dire que ne peut être président d'une fédération un joueur ou un ancien joueur de football? Et là, ça va éviter tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut confier, par exemple, l'association des pêcheurs à des mécaniciens? Moi, c'est mon interrogation. Faisons très attention pour ne pas que demain, on ait à regretter ce que nous faisons aujourd'hui. Où voulez-vous en venir, M. Simon? Voilà le problème. Depuis 1960, tous ceux qui ont dirigé de la Fédération ivoirienne de football n'étaient pas des footballeurs. Et voici que cette année, un ancien footballeur se présente pour briller de la magistrature. Et c'est le oh-là-là. Et depuis quelques mois, on assiste à des blocages, on parle de blocage, Et ce n'est pas bien pour cette corporation. Moi, voilà mon point de vue. D'accord, on vous a bien entendu. Adam Anabi, oui. Oui, bon, en fait, je voudrais savoir, il y a combien de footballeurs qui ont dirigé la FIFA? Il y a combien de footballeurs qui ont dirigé la CAF? Il faudrait qu'on quitte les émotions, qu'on revienne vraiment sur terre, parce que allons à l'essentiel. Parce que si on veut aller dans ces dispositions-là, je vous demanderai de me donner un pays où il n'y a que des footballeurs qui ont été présidents de fédération, ou bien la FIFA elle-même, ou bien la CAF, là.
Motsepe, là, donnez-moi dans les présidents il a joué dans quel club? Voilà, mais il faudrait qu'on aille à l'essentiel. On a un problème aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est de pouvoir voir si nous sommes en train de sortir de la crise. Il ne faudrait pas qu'on revienne sur vraiment des choses. Aidons à sortir de la crise. Alors, sortir de la crise, ça veut dire aller jusqu'au bout de la normalisation. La normalisation laisse la place à un comité exécutif élu, en place, qui fonctionne. Mais ça veut aussi dire de mettre fin aux querelles de personnes. Connais Chakouma? Allez, moi je pense que Salif Bitogo a fini le débat. En disant quoi? Il a dit que c'est une compromission. Tout le monde a entendu? Oui, bien sûr. Quand on dit ça, c'est fini. Ça veut dire, faisons quitter dans cette affaire de normalisation, on va aller faire nos paroles après. Salif Bitogo, c'est ce que vous pensiez? Non, c'est pas ce que je pense. Non, moi je le ferai. Bon, on laisse Connais Chakouma terminer. Non, mais il a dit, on lui a posé la question. Hein. Il dit, c'est une compromission. Donc quand on dit c'est une compromission, déjà, il y a problème. Il dit, débarrassons-nous. Nous, on n'est même pas d'accord. Mais soyons d'accord sur une chose, comme le disait le président Fouboigny, ils sont d'accord que sur le désaccord. Donc, soyons d'accord sur une chose. On veut enlever la normalisation. Là, nous tous qui sommes en parole, mettons-nous ensemble pour... On n'a qu'à sortir de là. Et puis, alors que le problème, ça ne doit pas être la normalisation, c'est notre football là qui est le problème. Le développement de notre football là qui est le problème. Moi, je pense que personne ne comprend exactement, même Bakayoko Kapit, ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de lui dire qu'il faut que la normalisation fasse tout. Non, personne n'a dit ça ici. On a dit qu'il fallait créer un cadre pour que les acteurs créent un terrain propice à la normalisation, pour que la normalisation puisse aller à des élections propres. Même tout ce qu'on dit là, article 47, parrainage, tout ça, ce n'est pas ça le problème. On est d'accord, je suis d'accord avec eux, c'est ça. Et le parrainage, là, c'était là depuis, et puis on partait aux élections il y a plusieurs années. Mais pourquoi maintenant on ne peut pas aller? C'est parce qu'il y a crise qu'on se parle de 47. Mais avant le 23 avril, là, on va trouver autre chose. Hein? Avant le 23 avril, ça ne sera plus 47. Ça va devenir autre chose. Ça va devenir peut-être... Pour vous, il y aura de nouveaux rebondissements. Mais bien sûr. Tant que il y a des arrière-pensées. Parce que quand vous parlez de la FIFA et tout, c'est des hommes qui sont là-bas. Et puis les gens de la FIFA, qui a envoyé la normalisation? Parce que c'est la FIFA qui a envoyé la normalisation? Non, c'est nous, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui ont demandé la normalisation. C'est eux qui tous les jours... Demander, c'est un peu trop fort, quand même. Demander, j'essaie de... Favoriser l'arrivée. Demander la normalisation. Non. Il y a des Ivoiriens ici, il y a des clubs ici qui ont écrit à la FIFA pour demander qu'on mette notre football sur une normalisation. Parce que leur problème, c'était d'enlever celui qui était là. Donc, il fallait enlever... Vous avez le nom de ces clubs qui ont demandé la normalisation? Mais je vous dis, vous savez comment est arrivé Véron en Côte d'Ivoire? C'est le président Jacques Anoma était avec lui à Bamako. Et puis ils ont pris le même avion, ils sont venus, ça a commencé par là. Quand ils sont venus, ils ont essayé d'influencer le président du club à l'hôtel, ils voient ici d'abord pour régler leurs problèmes. Et après, non mais la vérité est bonne à dire. Et après, ils ont commencé à se dire, entre eux là-bas, bon, on va mettre normalisation, on va mettre pour enlever Sidi. Et quand normalisation va venir enlever Sidi, et puis après on va venir. Donc, les autres clubs du GX là étaient d'accord pour aller à la normalisation. Rien on a l'avantage d'avoir des membres de l'exécutif. Bien sûr. Salut Victor, tous les deux, d'accord. Oui, mais nous-mêmes, tous les deux, nous, les présidents du club, nous on dit qu'on n'a pas de problème. Pourquoi c'est les autres extérieurs qui trouvent qu'on a des problèmes? Lui, il n'est pas de la même équipe de campagne que moi. Je ne suis pas de la même équipe de campagne que lui. Mais on n'a pas de problème. Seulement, non. Quand on dit qu'on est divisé, on voit le cataclysme partout, mais non. Alors peut-être qu'on peut reformuler la chose. Oui. On a beaucoup plus affaire à des débats sur des personnes que sur les programmes, sur les enjeux de notre football, sur les infrastructures, sur la qualité du football. Salut Victor. Non, on n'a pas de problème sur les personnes. Moi, j'ai été président de la conférence des présidents, quand le président Jacques Anoma était en poste. J'ai défendu les clubs ivoiriens. Si vous reprenez les archives, vous verrez que j'ai été celui qui a attaqué le plus le président Jacques Anoma, qui reste un ami et un frère. Le père à son âme, Sidi, c'est un frère que je connais depuis 1977. D'autres le connaissent peut-être par intérêt aujourd'hui. Mais depuis 1977, donc c'est un frère. Et quand il y avait problème, j'ai encore levé la voix
pour dire que les clubs ont des difficultés et que la malgouvernance, c'est quoi? C'est pas forcément c'est pas dire que quelqu'un a détourné de l'argent. La malgouvernance, c'est quand je vois que mon pays, pendant 9 ans, n'a pas de compétition de jeunes et que moi-même, je suis issu de la formation du Stella. J'ai été joueur, j'entends des gens dire pourquoi joueur. J'étais joueur, j'étais candidat en 2011. tous les échelons dans l'équipe. Je sais pas, voilà. Donc, on jouait les levées des rideaux. Il est anormal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sa pépinière soit les binationaux. Ça, c'est de la malgouvernance, pour nous qui sommes dans le sport. Au-delà de ça, au-delà des ressources qu'on peut avoir, ça, chacun peut donner sa vérité. Comme on dit, chacun a sa vérité. Et c'est quand on s'explique qu'on trouve la bonne vérité. À partir de ce moment, il n'y a pas de guerre fratricide entre les dirigeants. Il peut y avoir certaines incompréhensions, parce que, comme je l'ai dit, chacun a sa vérité. Mais en argumentant, on trouve le bon milieu. On trouve le bon milieu et c'est ça que nous recherchons. Aujourd'hui, allons à une élection apaisée. Celui qui aura gagné saura rassembler les gens. Parce que quand tu ne sais pas rassembler les gens, c'est ce qui amène les crises. Il faut savoir rassembler les gens. Très bien. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Très bien. Alors, M. Diagola Adama nous appelle d'Aboisseau. De Koumassi, pardon. Pour lui, il faut que la bonne gestion intervienne déjà dans les clubs avant d'arriver au sein de la FIF. Monsieur Diagola, allez-y. C'est normal. Oui, bon, c'est ce que je disais. Bonsoir, monsieur Diarasouba. Allez-y. Oui. Au fait, pour moi, je disais que les clubs, aujourd'hui, se plaignent du fait que la FIFA vient s'ingérer ou bien fait la dictat de choses par rapport à tout ce qui se passe. Mais moi, je dis, quelle est leur contribution à la FIFA? Aujourd'hui, moi, je vais demander la recette de la SEC. Si un match à SEC, peut-être sans plus d'eau, quelle est la recette? Aujourd'hui, c'est la FIFA et l'État de Côte d'Ivoire qui contribuent au budget de la FIFA. Donc, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Moi, je dis aujourd'hui, il faudrait qu'on s'asseye, les acteurs du football ivoirien s'asseyent et discutent réellement des réels problèmes du football ivoirien. Parce que présentement, il y a le match, le Classico Real Madrid Barcelone. Ouais, mais c'est toute la Côte d'Ivoire, tous les jeunes Ivoiriens sont dans ce match. Mais combien de personnes regardent le match si on dit un Classico à 5 Africains? Quelles sont les personnes qui regardent? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais moi, je suis vraiment... Pour vous, ça manque d'initiative, d'innovation? Oui, mais il faudrait que les gens s'asseyent et ils discutent réellement du football ivoirien. J'ai l'impression que c'est des personnes. Et moi, je dis, je reviens encore pour dire, pendant longtemps, on a vu ces acteurs-là, qui sont peut-être candidats, on les a vus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Moi, j'indexe en même temps. Je prends un club comme la SEC. Mais on a le président Mozonien qui est là depuis combien d'années? Mais il faudrait qu'en Afrique, les gens comprennent qu'à un moment donné, il faudrait qu'on passe la main. Ça, c'est important. Il y a un nouveau souffle qui peut venir, puis ça peut bouleverser les choses. Mais tant que les choses sont en état comme ça ne va jamais bouger. Ça ne va jamais bouger. Donc moi, c'était là ma contribution. Merci beaucoup, M. Diagola Adama. Freddy Yaka, allez-y. Bon, écoutez, il y a tellement de problèmes. Tout à l'heure, j'étais très content quand le président Salif Bictogo a évoqué l'anticipation, la projection, la compétition des jeunes. C'est malheureusement sous le président Jacques Anouma que le tournoi championnat en herbe s'est arrêté. Le centre des sports de haut niveau et tout ça. Il a évoqué tout à l'heure que sous le comité exécutif dirigé par Sidi Diallo, on n'avait pas de compétition de jeunes. Oui, on n'a pas de compétition de jeunes. Donc, on n'anticipe pas. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut former des jeunes, comment on constitue. Tu demandes aujourd'hui à un entraîneur de l'équipe nationale des cadets ou bien des juniors, comment il fait pour constituer l'ossature de son équipe. Il va te dire, je ne sais pas, mais j'appelle, je prends mon numéro de téléphone, j'appelle ici, j'appelle là. J'ai été une fois au tournoi de Montaigu en France avec l'un de mes amis, un ami allemand, et il m'a posé la question, Freddy, il dit, c'est votre équipe nationale des jeunes qui est là en train de se produire? J'ai eu honte de lui répondre. Il me dit, mais quel est le critère pour choisir les enfants qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire? Il m'a dit, si c'est cela, le futur
de vos sélections, c'est que vous partez tout droit dans le mur. Mais les résultats sont là. Les problèmes du football sont réels. Le comité exécutif qui était là, c'est sous lui qu'on a tranché la tête à plusieurs présidents de clubs, ici en Côte d'Ivoire. Le relationnel a été mal géré. Monsieur Salim Vibogo a été sanctionné. Koneche Kouma à vie. Daou Mamadou et Jeanne-Marie Diomandé. Mais attends. Et avec ça, on nous dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de problème. Non, essayons arrêtons de maquiller les choses. On a des véritables problèmes. Et pour revenir... Est-ce que ces problèmes-là ne sont pas derrière nous aujourd'hui? Non, ça existe. Ils sont devant. Quand on a amnistié des gens, c'est terminé. Non, mais qui ne nous disent pas qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des gens... Écoutez, par exemple, on gérait les problèmes selon la tête du client. L'Africa Sport. Est-ce que vous n'êtes pas en train de remuer le couteau? Non, j'arrive, je vais finir rapidement. Je suis en train de dire, on a réglé les problèmes selon la tête du client. Le président de l'Africa Sport d'Abidjan, pour un match de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, fait jouer des footballeurs sans visite médicale, sans licence. Ailleurs, on te suspend à vie. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme sanction ici? Mais il y avait derrière des intérêts électoralistes qu'il fallait préserver. Mais on ne peut pas faire ça. Avec plein de cas de crise cardiaque, on tombe ici, les morts en cascade dans le football. Je dis, c'est pas normal. Et pour moi, pour revenir, il faut demander à ceux qui gèrent notre football, séparer la Ligue de football professionnel de la fédération. L'exemple de Javier Tebas en Espagne est là, Christian Seifert en Bundesliga est là, en France, en Angleterre, on a des exemples. Et puis, instaurer un contrôle des finances de nos clubs. Présenter des garanties avant de commencer un championnat. Proposer le modèle d'un contrat de footballeur professionnel pour nos footballeurs. À la suite des faits, je voulais dire tout simplement, je voulais prendre le mot au président Salif Bitogo, qui a parlé tout à l'heure de subventions. Moi, je voulais dire que je prends l'image, Ali Darasouba, d'un privé qui décide de construire une école. Il prend le soin sur lui de construire son école. Au lieu de compter sur ses ressources propres par les élèves privés, il tend la main à l'État et il se plaint que l'État ne lui affecte pas des élèves affectés pour avoir de l'argent. Mais c'est la même chose comme nos présidents de clubs. Ils créent leurs clubs qui sont des associations privées et ils tendent la main constamment pour les subventions. Quand il n'y a pas de subventions, c'est le branle-bas dans les clubs. Donc voilà un des soucis qu'on a. Pendant longtemps, l'ancien comité directeur a parlé des cahiers de charges. Mais jamais ça n'a été respecté. Un cahier de charges, c'est quoi? Un club doit avoir son terrain d'entraînement. Un club doit avoir une organisation fiable et viable. Mais combien de clubs sur la place, à part la SEC Mimosa, qui ont toutes ces structures? Est-ce que si on est exigeant sur ces paramètres-là, il risque de ne plus avoir de clubs? Oui, si on est exigeant dessus, c'est le début du professionnalisme. Pour le moment... Monsieur Gueye, vous êtes en retard, j'ai mon stade. Le président d'Istella à son stade. Dieu merci. Félicitations au président. D'autres clubs aussi, non. Dieu merci. Donc je vais dire que les premiers pas du professionnalisme commencent d'abord à remplir de façon normale les différents cahiers de charges dont a parlé pendant longtemps l'ancien comité directeur qui n'a jamais été respecté. Là aussi commence le professionnalisme. Aujourd'hui, on n'est pas des livres professionnels, mais c'est du professionnalisme marron. En tant que ce n'est pas du bon professionnalisme. C'est ce que je voulais ajouter. Je vais rebondir. Heureusement, il est journaliste. Ça me fait sourire parce que j'ai vu les GEPSI aussi demander de l'argent à l'État. Donc je crois qu'ils sont plus privés que nous. Je crois que nous créons beaucoup de richesses auprès de nos athlètes. Nous créons des emplois. Chaque club, au moins de Ligue 1, a au moins 100 personnes à leur charge. Je crois que le président Koneche l'a testé. En Ligue 2, pareil. En Division 3, ils sont amateurs, mais ils ont des charges réelles. Et quand j'ai parlé de subventions, avant c'était subventions, mais la Ligue professionnelle a des droits télé. Je ne veux pas faire la concurrence à NCI, on a des droits télé qui viennent, qui est un apport à nos budgets. Le Stella que je dirige aujourd'hui, entre les seniors, le foot féminin, le volley, j'ai au moins une moyenne de masse salariale de à peu près 12 millions, tous les mois. Donc ça veut dire que déjà, on apporte notre contribution, on n'attend pas l'État. Et
À partir de ce moment, nous sommes professionnels à notre niveau. C'est des professionnels peut-être avec des petits salaires, comme dans toute activité. Il y a des DG qui ont 1 million, d'autres ont 500 000. Donc c'est pareil avec nos professionnels joueurs. Je crois que le plus important pour nous, si nous devons sortir, avoir de bons athlètes, il nous faut faire les états généraux que nous-mêmes, en tant que dirigeants, demandons pour aller de l'avant. Ce ne sont pas les querelles de personnes qui nous importent, c'est d'aller de l'avant. Très bien. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, ce sera après cette courte pause. Sur le plateau de NCI 360 et après cette courte pause, nous replongeons dans le sujet que nous abordons depuis l'entame de cette émission, à savoir le football ivoirien qui est toujours sous perfusion et suite à l'annonce du calendrier qui devrait aboutir à l'élection du futur président. On espère voir le bout du tunnel et nous avons des spécialistes du football sur ce plateau. Adama Nibi, juste avant la pause, vous voulez réagir? Oui, c'était juste pour faire une petite mise au point. Vous savez, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y a aujourd'hui la parafiscalité. Bon, faudrait qu'on se souvienne que dans le temps, il y avait le sponsor Craven A. Bon, pardonnez. Bon, il y avait des sponsors. Enfin, il y avait des sponsors. Vous allez payer. Et il y avait également, au niveau de l'alcool, il y avait également certains qui avaient des sponsors au niveau de l'alcool. Que l'alcool et le sport voilà. ne font pas bon ménage. Avec l'État, il a été convenu que le tabac, l'alcool, ça ne fait pas bon ménage avec le sport et qu'en contrepartie, vous ne demanderez plus de subventions, de sponsors dans ce domaine. Et donc, dans ce qui sera vendu, une portion sera prise pour être reversée. Mais moi, j'ai un club. Je peux aller prendre une boisson alcoolisée comme sponsor, et tout comme une cigarette. Mais comme on me dit de laisser et qu'on va me donner en contrepartie quelque chose, mais je dois demander cette chose-là pour fonctionner. On ne me dira pas que je tends la main. C'est un accord. Quoique il y a d'autres annonceurs qui peuvent vous appuyer, qui sont dans d'autres secteurs. Mais déjà, il y a un acteur déjà qui était sur place et qu'on nous demande d'abandonner. Et donc, on ne me dira pas que je viens de... Donc, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Important pour vous. On l'a bien compris. Bakayoko Kapi, vous n'avez pas réagi depuis tout à l'heure. Oui. Ma réaction, elle est simple. Après tout ce que j'ai entendu, on m'a dit effectivement que la normalisation, on n'a jamais dit qu'elle était venue pour tout régler. Mais j'entends beaucoup de solutions qu'on annonce maintenant. Il faut que je rappelle que le sujet, c'est comment on fait pour sortir de la crise. La crise actuelle a deux volets. Il y a le volet où la FIFA nous dit qu'on n'est pas conforme à ce qu'elle a comme organisation. Et puis il y a le volet de nos querelles internes. Mais pour régler ces problèmes, il faut regarder l'ordre prioritaire. Quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce que la priorité, c'est que les clubs se retrouvent, fassent des états généraux, tout ce qu'on veut, pour essayer de trouver des solutions? Non. Il faut d'abord établir un président. Et puis qu'on soit de l'opposition à ce président ou partant de ce président, qu'on sache se parler. Qu'on sache se parler, puisque tout le monde se rend compte sur le plateau qu'effectivement, il faut se parler. Il faut être capable d'élévation, il faut être capable de passer au-dessus de nos petits intérêts internes pour aller vers quelque chose. J'entends beaucoup de solutions, le football des jeunes, le football de ceci ou de cela, mais ce sont de très belles solutions. Mais toutes ces solutions elles ne se mettent en œuvre que lorsqu'on a un président élu et qui commence son travail. Aujourd'hui, on a des candidats qui ont des programmes. Il faut les interpeller sur leur programme. Il faut les interpeller sur le programme. Comme ça, celui qui est élu, déjà, on lui a fait des propositions concrètes sur ce qu'on voulait. Donc, quand il est élu, il sait très bien ce qu'il a à faire en priorité. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on veut tout régler en même temps. Mais dans la vie, quand on a 1 million de problèmes, on a besoin de faire des priorités. Actuellement, la priorité, c'est mettre fin à la normalisation. Et pour ça, il faut aller de façon apaisée aux élections. On élit un président. Visiblement, non, c'est pas un extra. Visiblement, on a un problème technique avec... on a le temps de lui... Soit tu as dit ça, ce n'est pas correct, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est comme ça que ça marche, le principe. Il n'y a aucun système où tout le monde est unanime, ça n'existe pas. On a toujours forcément un pouvoir et une opposition. C'est ça. On vous a bien compris, Bakayoko Kapi, messieurs, connaissez la démocratie. Donc, Bakayoko Kapi, merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure, certainement.
pour vous entendre sur d'autres questions notamment. Koné Koumar, est-ce que vous avez l'impression qu'au terme de ce process qui va conduire à l'élection d'un nouveau président, ce nouveau président aura la légitimité et ne sera pas controversé? Non, moi je pense que si on va aux élections le 23 avril, aux élections forcées là, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on y arrive. Mais les autres présidents de club n'ont pas l'impression que ce sont des élections forcées. Non, mais si en un mois là, on dit d'aller tout de suite à des élections parce que on veut venir s'asseoir à la tête de la fédération. Parce qu'ils sont tous d'accord, parce que chacun pense qu'il va gagner. Et donc, il va venir s'asseoir à la tête. On ne peut pas régler. C'est que je dis. Qu'est-ce que vous aurez recommandé, vous? Moi, j'aurais recommandé qu'on crée, comme on a dit, un comité ad hoc des présidents de club pour accompagner la normalisation. Et accompagner comment? Pendant que la normalisation règle les problèmes techniques et tactiques, le comité règle les vrais problèmes, les problèmes de personnes, prépare un terrain propice. C'est très important. Et tout le monde dit ici, non, c'est pas maintenant, il faut aller d'abord à un président élu qui va venir régler. Mais pendant ce temps-là, ça fait 1 an que la normalisation est là. Hein. Avant d'arriver à l'élection du 23 février déjà là, un an là, on a fait quoi? Les présidents de club ont fait quoi? Ils n'avaient pas de mission. Est-ce qu'on a besoin de te donner une mission pour ta propre affaire? Non. On n'a pas besoin. C'est-à-dire que pendant ce temps, chacun est assis dans son état-major. J'estime qu'ils n'avaient pas de mandat. Oui, mais ils n'ont pas besoin de ça, c'est leur affaire. Non. Salut Victor veut réagir, oui. Tout à l'heure qu'on était responsable de nos propres turpitudes. Pourquoi? Oui. À l'époque, on avait une organisation qui était la conférence des présidents, où on pouvait convoquer tous les présidents et échanger et se donner. Et cet organe ne fonctionne plus? Par qui? Parce que le COMEX a réussi à diviser cette conférence des présidents. Du machiavélisme, quoi. Ah bien. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on a l'impression d'affaiblir quelqu'un, mais en même temps, le problème qui se pose ne se résout pas. Aujourd'hui, à quel titre Adama peut se lever pour convoquer ses autres membres présidents? À quel titre, moi, je peux me lever pour convoquer les autres présidents? Il n'y a aucune structure qui nous relie. On avait cette conférence et j'étais le président. Quand on allait à la Coupe du Monde au Brésil, quand on revenait, parce que j'ai osé critiquer, on a créé une autre structure qui devait être dirigée par M. Anzouan. Voilà. Ça a créé un bicéphalisme. Voilà, je crois que c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes... Voilà. Donc, l'éternel de vice-président, il le dit lui-même. Donc, je dis, nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris les leçons de cette turpitude? Oui. De cette division qui ont gangréné on a le beaucoup football appris. ivoirien? Je crois qu'il faut revoir même à notre niveau les dirigeants eux-mêmes en eux-mêmes. Il faut que les clubs se donnent de bons dirigeants. Ça, c'est très... Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'il y ait de bons dirigeants. En général, pour être bon dirigeant, c'est celui qui finance le plus. Non, pas celui qui finance le plus, celui qui se respecte et qui a son propre orgueil. Parce qu'on a l'impression, quand les gens parlent, qu'il y a 3 candidats qui tiennent des présidents, on est derrière eux. Mais non, moi, à mon âge là, je peux soutenir l'argumentation d'un candidat, mais il ne peut pas me demander de faire ce que je ne veux pas. Ça, je le dis haut et fort. Et il faut que certains de nos collègues présidents se disent, là où il y a la vérité, il faut que je puisse dire à mon candidat. Nous ne sommes pas des sujets pour les différents candidats. Parce que de tout temps, on a eu l'impression que le président de la fédération, c'était le roi, et les présidents des clubs étaient les sujets. Et ça, il faut qu'on sorte de ce raisonnement-là pour grandir. Donc, il faut vraiment changer la qualité des dirigeants. Et ça, c'est très important. Tu penses que tu peux faire ça? D'accord. Alors, parlant des présidents de club, justement, on a Joël qui nous appelle de Korogo, qui a beaucoup de choses à reprocher au président de club que vous êtes. Oui, mais c'est Joël, bonsoir. On doit nous reprocher beaucoup de choses. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, je souhaiterais décrier déjà la gestion des présidents de club. Déjà, décrire la gestion des présidents de club, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des clubs qui évoluent sur nos championnats ont un salaire pratiquement dérisoire.
ils ne sont pas motivés, raison pour laquelle ils préfèrent évoluer dans des championnats exotiques. Et en contrepartie, ils sont vendus par ces clubs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs, ils tendent la main à l'État pour vivre de subventions. Et derrière cela, ils vendent des joueurs. Donc, c'est-à-dire que vous tendez la main, vous bénéficiez de subventions, et à côté, vous vendez des joueurs. Mais vous gagnez. Voilà, c'est ça le problème. Il y a une mauvaise gestion des présidents du club. Aujourd'hui, les acteurs même du football national ont installé franchement dérisoire. Regardez leur aspect sur le terrain, ils sont chétifs. La plupart des joueurs en Ligue 2, si vous vous renseignez bien, lorsqu'ils sont malades, peu importe le mal qu'ils ont, c'est les paracétamol qu'on leur donne. Ils mangent du riz en groupe. Ils n'ont pas de salle de gym. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est sur ces points-là que je souhaite intervenir. Très bien. Merci Joël de nous avoir appelé depuis Korogo. Adama Nabi. Oui, d'accord. Emegaï d'abord. Moi, je suis heureux d'attendre le président Salif Bitogo, qui est un dur à cuire en la matière, de faire son autocritique. On est heureux de savoir que le président Salif Bitogo reconnaisse la responsabilité des dirigeants du club à ce stade où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, notre football a trop souffert des pros Ali Guerasouba, des pro-temps, des pro-temps. Alors, je rappelle que c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Voilà. Tu peux être candidat. Enfin, pas pour le moment. Des pro-temps, des pro-temps. Notre football a été trop saucissonné en pro-temps, en pro-temps. Il faut qu'on sorte de ces carcans-là. Le pic a été atteint en 2014, quand on a été éliminé pour la Coupe du Monde en Russie. Patatara, il y a eu un boom. Konechek l'a dit. Au lieu qu'on pose des problèmes, tout de suite, on a demandé la démission de l'ancien président qui dirigeait le football ivoirien, le président Idriss Diallo. Puis patatara. Sidi Diallo. Et c'est parti. Vous voyez un peu, il faut qu'on évite de personnaliser et surtout les querelles des personnes en saucissant le football ivoirien en pourtant. On a trop souffert de cela. Et nous souhaitons, nous, en tant qu'acteurs, journalistes, qu'enfin, on fume le calumet de la paix en allant à ces élections. Comme ça, lui qui va venir, par exemple, Capu a dit quelque chose de très important, rassembler les tissus qui ont été déchirés à un moment donné. C'est vrai qu'il n'y aura pas la sécurité zéro, la paix zéro, mais on souhaite tout simplement qu'on apaise pour qu'on aille de l'avant. Aujourd'hui, on a appris que la SEC Mimosa a gagné son match face au club tanzanien 3-0. La SEC est donc première de sa poule. C'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'au niveau du ranking des clubs en Afrique, la Côte d'Ivoire est très mal classée. Et nous sommes heureux que la SEC ait gagné aujourd'hui et ça va rassembler le football. Et donc, on souhaite tout simplement que le 23 avril, enfin, les élections se tiennent et surtout le 5 avril, qu'on ne vienne pas nous dire encore qu'au lieu de 4 parrainages, on dit 5 parrainages. Voilà. D'accord. Adama Nabi, Salif Bitogo, Konechek Oumar, tout à l'heure, l'intervenant qui nous a appelé de Korogo, indiquait le caractère misérable dans lequel évoluent les joueurs dans nos clubs. Réaction, Adama Nabi? C'est un constat, c'est vrai, mais je pense que les présidents du club se battent, ils font ce qu'ils peuvent. Il ne faut pas les brimer d'un seul trait. Il faut les aider. Peut-être il pourra donner des propositions qu'on pourra prendre en compte. Mais nous savons que nos joueurs souffrent, nous savons que tous ceux qui environnent nos clubs et qui aident à soutenir ces enfants-là également souffrent. Mais aujourd'hui, le président Salif... Pourquoi? Il faut peut-être réinventer les modèles. Oui, bon, mais... Il n'y a rien à inventer d'ailleurs. Oui. On voit comment ça se passe en Europe, dans les pays de l'Afrique du Nord. Pas seulement, mais je crois que c'est au Togo, au Bénin justement. Au Bénin où je crois que la gouvernance du pays a décidé d'accompagner tous les clubs de Ligue 1 avec un certain montant qui devrait permettre, aujourd'hui, peut-être que d'ici 5 ans, vous ne reconnaîtrez plus ce Bénin-là. Au Niger aussi. Voilà, au Niger également. Et ne jetons pas tout le propre sur les présidents du club. Aidons-les. C'est vrai, il faut les critiquer, mais il faut leur donner des solutions. On ne remet pas du revers de la main qu'il n'y a pas de problème, mais c'est des gens aussi qui se sacrifient pour ces enfants-là et pour le club. Salut Victor. C'est vrai qu'il est bien beau de donner des avis. Vous savez, on joue un championnat où on n'a pas de spectateurs. On dit non, c'est parce que le niveau n'est pas élevé. Je dis non. Le joueur, c'est un artiste.
Quand un artiste arrive sur les rings, il a besoin d'avoir du monde. Quand il y a du monde, il se sublime. Les gens critiquent, ils ne viennent pas au stade. Tu fais une recette à Ils disent qu'ils ne viennent pas au stade parce que le spectacle n'est pas assuré. Mais justement, on ne pourra jamais faire le spectacle. Parce que c'est le spectateur qui fait sublimer le joueur. Quand un artiste, même un chanteur, s'il va à la salle à Noumambo, s'il n'y a personne, est-ce qu'il va chanter? Salut Victor Hugo, moi je vous entends bien, mais en même temps, le spectateur peut vous répondre en vous disant oui. Moi, si ce n'est pas pour venir voir du spectacle, je ne viens pas. S'il vient, il aura du spectacle. Mais s'ils ne viennent pas, les enfants font ce qu'ils peuvent. Nous essayons, nous, en tant que dirigeants, de rémunérer nos athlètes selon le contrat que nous signons avec eux. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Maintenant, dire qu'on vend les joueurs, on ne vend pas les joueurs. Un joueur, il est transféré. On ne sait pas là de là. C'est pas du cacao. On ne sait pas là. Donc, c'est une expression triviale. Transférer un joueur, quand on a de bons athlètes aujourd'hui, tu ne peux même pas dormir. C'est le papa d'abord qui va t'appeler. C'est la maman. C'est la famille. Qui souhaite que l'enfant soit transféré. C'est même l'agent. Parce que c'est pas bien payé. Parce que c'est pas bien payé. C'est ça aussi, Ali Darso, parce qu'ici n'est pas bien payé. On laisse aller Victor Hugo terminer, je vous donne la parole. Ce n'est pas le fait de ne pas être bien payé. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tu es journaliste, tu aspires à être peut-être rédacteur en chef. Le joueur aussi a un profil de carrière. Si moi, aujourd'hui, ce joueur-là peut aller plus loin, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas partie. J'aurais bien voulu que Kessié soit toujours au Stella. Mais quand on a vu son profil de carrière, il est parti. Aujourd'hui, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que s'il restait, je pourrais donner ce que Milan donne aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et quand vous prenez l'équipe Barcelone était en faillite. De combien de milliards? 680 milliards de francs CFA auprès des banques. Mais puisqu'ils ont des acquis, ils ont permis de répartir. Mais ici, aucune banque n'appuie le football. Aucune banque ne peut faire crédit à un club de football, bien qu'elle soit bien structurée. Même si tu amènes des garanties, ils ne le font pas. Donc je crois que c'est un ensemble qu'il faut revoir pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Freddy Aka et ensuite Bakayoko Kapi, allez-y. D'accord. Parlant du traitement salarial tout à l'heure, j'ai vu le président Nabi balbutier un peu. Oui, c'est vrai, il fait partie du système qui n'a pas pu tracer le cadre légal pour protéger nos petits frères. Quand on met sur pied une ligue de football professionnel, en Côte d'Ivoire, nous avons la ligue professionnelle de football. Non, ce n'est pas la ligue qui doit être professionnelle, mais c'est le football qui est pratiqué par cette ligue-là qui doit être professionnelle. Du coup, on commence d'abord par l'instauration d'un salaire minimum interprofessionnel garanti. La mouture d'un contrat de footballeur professionnel, en coordination avec l'association des footballeurs du pays, n'est-ce pas? Des présidents des clubs et du président de la Ligue professionnelle de football pour dire désormais, le footballeur professionnel ivoirien de Ligue 1 doit être payé à partir de. Si on demande tout à l'heure au président Nabi ou au président Bictogo, quel est le salaire minimum proposé par la Ligue professionnelle de football? Ça n'existe pas. Pendant 8 ans. Mais des simples textes qu'on doit écrire pour cadrer l'activité de ces jeunes-là, on ne peut pas le faire pendant 8 ans. Mais lui, il était dans le système. Il devait nous donner les raisons pourquoi ça manquait. Dans le système, c'est-à-dire... Quand vous dites qu'il était dans le système, il vous retourne la question. Vous êtes président de club. Oui, je suis président du club, mais cela ne veut pas que je suis dans le système. Mais il n'est pas le seul président du club ici. Et puis, en plus, je suis de la Ligue de football amateur. Donc, ne me mettez pas à la Ligue de football. Non, vous avez développé la Ligue de football professionnelle en m'interpellant au début. Je suis de la Ligue de football amateur où on ne parle pas de salaire. Ça, on ne parle pas de salaire. Donc, je vous comprends, il n'y a pas de souci. Mais donc, vous êtes président de club. Non, je suis président de club, mais prenez-moi dans le domaine dans lequel je suis et les prérogatives qui me sont données. En tout cas, la précision a été faite, on vous a bien Merci compris. Pour la précision. On est presque au terme de cette heure impartie pour aborder ce sujet. Bakayoko Kapi, rapidement, pour terminer. Je voudrais juste féliciter NCI pour avoir posé ce problème. Je voudrais dire à tous les présidents ici présents, tous les invités, que toutes les propositions qui sont faites sont des propositions pertinentes. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Dans toute résolution de problème, même quand on met un plan d'action, on se donne
c'est toujours assorti de délai, donc priorité d'exécution de ces actions. Quand on dit par exemple que les joueurs sont mal payés, eh bien, ça veut dire que c'était un problème qu'il faut poser, qu'il faut regarder ensemble. Cela prend beaucoup de choses. Il faut des professionnels, des métiers, puisqu'on oublie souvent que le football, les sports en général, dès qu'il s'agit de professionnels, on est dans l'économie du sport. Il faut donc respecter un certain nombre de règles économiques. Les clubs ne peuvent pas payer leurs joueurs mieux qu'ils ne le font maintenant tant qu'ils n'auront pas un public client suffisamment nombreux pour procurer de la richesse. Donc c'est normal. Je dois produire de la richesse, je joue devant des stades vides. Donc il y a un problème. Il faut réfléchir à ce problème, mais calmement, de façon en confiant des professionnels du marketing ou d'autres métiers annexes, parce que nous devons prendre conscience que le football n'est plus cette activité à laquelle on s'adonnait à un moment donné parce que bon, on ne peut pas faire autre chose. Le football aujourd'hui, c'est un choix professionnel pour tous nos enfants. Donc cela demande une organisation professionnelle. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire sur un coup de dé comme ça. Cela peut prendre 1-2 mandats. Donc il faut laisser le temps à ce que nous prenions les problèmes les uns après les autres, mais dans un cadre hors normalisation. Très bien. Mais je le dis et je le répète, vous ne pouvez jamais avoir une situation où tout le monde est du même camp. Mais il faut simplement que tout le monde apprenne que même si je ne suis pas du camp de quelqu'un, ce n'est pas mon ennemi. Si je me concentre sur le football, je dois pouvoir faire des propositions qui s'attaquent aux outils et aux méthodes qui sont employées. Je ne vais pas m'attaquer à la personne, cela ne sert à rien. Donc, en fait, quand on parle de division de ceci, c'est dans la vie des hommes, dès qu'on n'a pas les mêmes idées, on a des différences, il faut qu'on accepte la différence, mais il faut qu'on apprenne comment on s'oppose, comment on propose, comment on agit pour le développement du football. Il faut il faut sortir des problèmes de personnes pour s'attaquer uniquement aux problèmes d'organisation. On vous a bien compris, Bakayoko Kapi. Je suis bien obligé de vous interrompre. En tout cas, vous, Koné Chekouma, vous êtes sceptique. Vous estimez que même s'il y a élection, ce n'est pas la fin de la crise. Oui. Ces élections-là, maintenant, là, précipitées, là, ne vont pas nous sortir de la crise. Vous souhaitez un report Bien sûr. Moi, je dis pour moi, juin serait correct, plus ou moins. Après, il ne faut pas oublier l'échéance de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Mais la CAN 2023, les Camerounais sont partis à la CAN, ils ont fait les élections à 2 jours de la CAN et puis ça n'a Donc pour vous, c'est un exemple qu'on peut reproduire. Oui, ce n'est pas un problème parce qu'en réalité, il y a le COCAN qui est là pour organiser la CAN et tout. Bon, donc c'est un intérêt. Et c'est d'ailleurs même pour que cette CAN 2023 se passe bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans les élections là en question. Très bien. Et tout. Donc, pour moi, je l'ai dit, c'est trop précipité parce que les problèmes ne sont pas... sont pas réglés. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un problème. On va voir. Quand on va finir de régler l'article 47 et qu'on va nous poser les problèmes de gouvernance et tout, bien d'audit qui ont été faits, que peut-être tel candidat ne peut pas être candidat parce que ça va venir encore, ça va encore créer des problèmes parce que tout ça, c'est parce que le terrain n'est pas propice. Chacun, il y a des arrière-pensées. Si on ne nettoie pas l'arrière-pensée et qu'on s'en va, on va mal. C'est ça. On vous a bien compris. Adama Nabi, Salif Bictogo, vous êtes confiant dans ce processus. Vous estimez qu'au terme du 23 avril, on aura notre futur président. Nous sommes acteurs. Nous faisons partie de ceux qui ont proposé cela. Et donc, nous allons l'accompagner. Voilà. Salif Bictogo aussi. Au-delà de nos émotions, il faut aller de l'avant. Il faut aller aux élections au 23 avril. En tout cas, merci à vous, messieurs. Aimé Gueye, Freddy Aka d'être venus sur ce plateau pour évoquer cette question un peu plus en profondeur. Adama Nabi, président de la Jeunesse Athlétique Club de Zieunula. Salif Bictogo, président du Stella Club de football. Koné Chekouma, ex-président. Stella Club d'Adjamé. Excusez, autant pour moi. Koné Chekouma, ex-président de l'Africa Sport d'Abidjan. Bakayoko Kapi en duplex depuis Séguéla. Analyste et spécialiste de sport. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On espère vous retrouver dans d'autres circonstances beaucoup plus heureuses pour aborder, évidemment, toutes les questions liées aux intérêts du football ivoirien. Merci beaucoup. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquons l'autorité de régulation du secteur du transport routier intérieur qui invite l'ensemble des opérateurs exerçant des activités de transport de personnes, notamment le VTC, voiture de transport avec chauffeur, le covoiturage, à se mettre en conformité avec les dispositions édictées dans le décret de décembre 2021. Dans les meilleurs délais, c'est une disposition qui a fait réagir plus d'un. On en parle avec des spécialistes après ce sujet proposé par Salif Yalikwe et Mathurin Badé.
En décembre 2021, le Conseil des ministres a adopté un décret portant réglementation des transports publics particuliers. Il s'agit des activités de mise en relation des usagers avec les conducteurs ou transporteurs de covoiturage, de services de transport d'utilité sociale et de véhicules de transport avec chauffeur VTC. Un décret qui précise les conditions d'accès à ces différentes activités ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité. L'agrément du ministère des Transports, la formation, l'embauche de conducteurs professionnels, l'affichage d'une signalétique, entre autres, sont contenus dans ce décret. Mardi, un communiqué de l'autorité de régulation du secteur du transport routier intérieur invite l'ensemble des acteurs du transport à se conformer aux nouvelles mesures. Les acteurs des VTC, bien que saluant les efforts du gouvernement, expriment des inquiétudes quant aux nouvelles dispositions qui vont impacter les 40 000 emplois du secteur. Ces entreprises n'ont pas les moyens même de fonctionner correctement et leur demander encore de venir payer 20 millions en disant que c'est un peu trop demandé aux entrepreneurs ivoiriens. Il a été dit dans le décret que les chauffeurs doivent avoir en plus du permis de conduire le CACR qui est le certificat d'aptitude à la conduite régulière. Nous ne sommes pas contre. Lorsque nous voyons les difficultés des chauffeurs à renouveler leur permis de conduire, nous disons que c'est quelque chose qui est un peu compliqué si les chauffeurs doivent payer encore eux-mêmes ce CACR. Donc nous demandons à l'État de subventionner ce CACR-là. La plupart des véhicules sur les plateformes sont des véhicules issus de l'épargne des Ivoiriens. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé, qui ont mis un peu d'argent de côté, qui ont voulu fructifier leur argent, ont compris que l'environnement du transport aujourd'hui, tel que présenté avec les différentes plateformes, était pour eux une lueur d'espoir. Donc ont cassé leur épargne pour investir dans des véhicules. Aujourd'hui, ce décret dit qu'il faut des véhicules de plus de 113 chevaux. Ce qui veut dire qu'aucun des véhicules sur les différentes plateformes, en réalité, aujourd'hui, ne peut exercer. Des taxi-compteurs avaient observé un arrêt de travail allant du 2 au 6 novembre 2021 pour dénoncer une pratique illégale des VTC et véhicules personnels. Retour sur le plateau de NCI 360 après ce sujet qui aborde évidemment la question des VTC face aux dispositions rappelées par les autorités compétentes en charge du transport routier. Je rappelle qu'on a reçu en plateau M. Ibrahim Diaby, il est le secrétaire général du Haut Conseil des entreprises de transport. Directeur général, pardon, autant pour moi. Diaby Drissa, président de l'Association des détenteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Et Kwame Nda Bernard, président de la MEVTC, Mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Première question, ce décret, ces dispositions existent depuis 2021. Pourquoi c'est maintenant qu'elles ont été rappelées, qu'elles suscitent autant d'inquiétudes? Comme tout décret, la prise d'un décret, sa signature et puis sa mise en œuvre prend du temps. Exactement. Je pense que c'est ce qui a milité en faveur de ce temps qu'on a constaté. Le décret a été effectivement pris en 2021 et les questions administratives liées à tout ce qui est composante administrative a fait que nous avons entendu jusqu'à maintenant pour donc avoir ce décret signé. C'est cela. Alors aujourd'hui, dans la pratique, on a vu le sujet, on vous a entendu parler, M. Kwame Nda Bernard. Aujourd'hui, à la pratique, est-ce qu'on a commencé à exercer une sorte de pression sur vos activités en vue de vous accommoder avec les dispositions annoncées dans le décret? Déjà, nous tenons à dire merci au président de la République. Parce que hier, nous étions ici, nous parlions d'être dans l'informel. Aujourd'hui, le secteur d'activité est reconnu. Ça montre que nous avons un président qui est dans l'anticipation. Dis merci aussi au ministre des Transports parce que le secteur du transport n'est pas facile. Et il a réussi à maintenir les deux corporations. Nous saluons vraiment cet engagement et saluons des passages. Vous aurez tout le temps les salutations. Dites-nous vos réalités sur le terrain aujourd'hui. Oui. Mais déjà, il faut comprendre que sur le terrain, il y a quand même des situations qui font peur parce que nous disons que dans ce décret, il y a des points à améliorer. Lesquels, par exemple?
On demande aux startups de payer 20 millions de... comment on appelle ça? 20 millions qui servent de caution, en quelque sorte. On demande aux chauffeurs de taxi Yango, désormais VTC, de pouvoir avoir ce qu'on appelle le CACR. Et la partie qui est un peu douloureuse, ça concerne cette histoire d'avoir des véhicules avec une puissance de 114 chevaux minimum. Et de moins de 5 ans. Et de moins de 5 ans. Et déjà, cette ligne fait qu'il n'y a plus de véhicules qui peuvent circuler sur les différentes plateformes. Donc voilà, nous disons qu'il y a... Il n'y en a plus aucun. Il n'y en a plus, puisque quand vous regardez, la plupart des véhicules sur nos plateformes sont des véhicules neufs, très souvent acquis par l'épargne des Ivoiriens. Et ces véhicules tournent autour de 81, 82, voire 83 chevaux. Voilà, donc les véhicules de 114 chevaux demandés sont vraiment rares sur nos plateformes. Donc si ce décret devait être maintenu en l'état, c'est sûr que c'est un déséquilibre total du transport interurbain et urbain. Alors, Ibrahim Diabidrissa, vous êtes le président de l'Association des détenteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Cette semaine, on a vu que les taxis-compteurs vont vers la digitalisation. Il y a une association qui a lancé une application appelée Mon Wuyo. Est-ce que vous serez confronté aux mêmes dispositions que les VTC, vu que vous utilisez maintenant une application? Non, ce sont eux qui sont venus pour dire que nous ne sommes pas dans la nouvelle réglementation, parce que le taxi-compteur n'a pas les vraies dispositions. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de s'enterrer eux-mêmes. Parce que s'ils étaient venus automatiquement gérer avec les propriétaires des taxis-compteurs, je pense que ce problème n'allait pas les arriver. Parce qu'ils avaient voulu faire un bras de fer dès le premier moment et ils avaient voulu montrer que nous sommes dans un pays qui n'a pas de règles, qui n'a pas de loi. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on vous a fait justice? On nous a fait justice aujourd'hui, ça il faut le reconnaître, parce que... Et ils pensaient que c'est ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient se permettre à faire tout. Et aujourd'hui que l'État nous a démontré que nous sommes dans un pays de droit, il nous a démontré qu'ils sont contre l'injustice et il nous a démontré que le gouvernement actuel ne sont pas égoïstes. Ils ne sont pas méchants, ils sont reconnaissants parce que ça fait plus de 40 ans, 60 ans le taxi-compteur existe. Et ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau mode de transport qui vient nous mettre en péril. Et nous sommes très contents que ce décret a été pris. Et aujourd'hui, ils vont comprendre, ils vont savoir que c'est ce que j'ai dit la fois dernière. Celui qui court sans barrage et celui qui court avec un barrage, vous n'avez pas le même problème. Et ils pensaient que venir dans le transport, c'est pour venir s'asseoir pour parler le gros français. Or qu'il y a des charges. Et aujourd'hui, comment ils voient maintenant les charges viennent envers eux, ils sont en train de dire que non, que ces charges sont trop. Nous, on est habitués à ça. Parce qu'on a tellement de charges, on est habitués. Mais comme eux, ils viennent d'arriver, c'est des nouveaux venus, ils pensent que non, quand ils vont faire sortir des nouveaux véhicules, tout, la population va les dérailler. Non, l'État aussi a ses charges. Voilà, il ne peut pas rouler sur le nouveau goudron, voilà, pour épuiser tout le goudron. D'accord. Très bien. Alors, Ibrahim Diaby, en tant que directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport, quelle sera votre implication? D'un côté, les exploitants de VTC estiment que les charges annoncées par ce décret sont lourdes. De l'autre côté, les taxis-compteurs qui, eux, par le passé, estimaient payer trop de charges pour laisser la place aux VTC. Il y a un équilibre à avoir. Ah ben oui, bien entendu. Il faut dire qu'au début de cette affaire, on avait tous été un peu surpris par le fait qu'un nouveau mode de transport soit venu sur le terrain. C'est cela. Mais sans aucune réglementation. Franchement, ça avait un peu surpris tout le monde, mais il fallait rattraper ce vide-là. Et c'est ce que M. le ministre des Transports a fait, après donc les mouvements sociaux que les conducteurs de taxi ont menés pendant quelques jours à Abidjan. Il avait été question, selon M. le ministre, de régler le problème au lieu de le déplacer. Et il a dit qu'il fallait le régler avec des textes. Et je crois que ce sont des textes-là qui ont été pris, qui sont donc marqués par ce décret qui vient de sortir, qui situe les responsabilités
de chacun et de tous. Parce que le transport routier, qu'on le veuille oui ou non, a ce qu'on appelle un cahier de charges. Pour être transporteur routier en Côte d'Ivoire, la loi de 2014 définit de long en large les dispositions qu'il faut remplir pour être transporteur. Que vous fassiez le transport urbain, le transport interurbain, le transport international, tout est prévu dans cette loi de 2014. Mais cette loi de 2014 ne prévoyait pas les véhicules de transport avec chauffeur. Et donc, après l'appui de la loi, en 2021-2022, on a vu donc ce nouveau mode de transport qui vient sur le terrain. Et le ministre donc s'est battu et a fait prendre donc, au niveau d'un conseil des ministres un décret qui donc définit les charges donc, que les VTC donc, supporter. Et c'est ce décret qui définit donc aujourd'hui ces dispositions-là qui sont suffisamment claires. Désormais, un VTC à Abidjan doit pouvoir avoir ses charges au plan administratif. Il doit avoir ce qu'on appelle une autorisation de transport. Il doit être inscrit au registre de transporteurs. Il doit faire 2 visites techniques par an, comme les taxis-compteurs. C'est cela. Il doit donc avoir une vignette qui donc, marque son immatriculation, qui a son numéro donc, de la patente, etc. là-dessus. Donc, il doit remplir un certain nombre de dispositions pour être opérationnel sur le terrain. Et c'est ce qui fait que ça devient une profession à part entière. D'accord. Merci à vous, M. Ibrahim Diaby. On a M. Conan qui nous appelle de la France, qui a l'impression qu'il y a de grosses similitudes entre ce décret pris en Côte d'Ivoire et les dispositions en France où il réside. M. Conan, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ali Darasouba. Nous vous écoutons, allez-y. Ok. Au fait, ce décret, il est bienvenu, car il vise à normaliser et réguler le secteur des VTC. Mais j'insiste sur le mais. Après lecture, ce décret semble être un copier-coller un peu de la réglementation des VTC en France. Il ne tient pas compte des réalités socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Par exemple, dans le décret, au chapitre 7, article 24, on dit qu'il faut avoir un moteur d'une puissance nette supérieure à 114 chevaux. De facto, cet article écarte tous les véhicules tels que les Alto, Espresso, Desire, Swift, qui représentent la majorité de la flotte des VTC, les Yongo notamment. Et donc cet article impose d'avoir de gros bolides qui consomment beaucoup plus par rapport aux citadines. Pour la France, c'est normal, car les Français ont un pouvoir d'achat élevé. Le prix moyen d'une course tourne autour de 30 €, soit 19 000 francs CFA. Cela permet de couvrir les charges et tout pour le chauffeur. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que les consommateurs ivoiriens pourront payer de tels prix? Par exemple, pour un trajet Cocody ou Pougon, est-ce qu'un consommateur pourra payer 12 000 ou 15 000? Je ne pense pas. Donc le décret va modifier du coup la cible. Les consommateurs à faible revenu, qui représentent la majorité des clients, ne pourront plus avoir accès à ce service, car trop coûteux. Ça serait également un manque à gagner pour les entreprises en question et aussi pour l'État. Si une entreprise n'a plus de revenus, donc plus d'impôts pour l'État. Et mon dernier point, cette activité permet à beaucoup de jeunes d'avoir des revenus. Cela cadre bien avec la politique du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a parlé de donner de l'emploi aux jeunes. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat, se sont endettés, ont puisé dans leur épargne pour investir dans ce domaine d'activité. Et ce décret vient, en quelque sorte, mettre comme un coup de massue sur leur investissement. Ils ne pourront plus rouler avec les véhicules, donc ils ne pourront plus s'acquitter de leur échéance d'emprunt auprès des banques. Donc c'est tout le système qui sera brisé. Donc il faut le revoir, c'est vrai, il faut normaliser le secteur, mais il faut revoir les critères et l'adapter à nos réalités économiques. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'emploi et on ne voudrait pas les voir avec ce décret-là, les voir au chômage, venir prendre la mer pour aller en Europe. Ça serait dommage. Très bien. Donc, terminé, M. Conan, terminé. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous nous appelez de la France. Alors, j'ai bien l'impression qu'il a embouché la même trompette que vous. Voilà, M. Kwamenda Bernard. Réaction? En fait, pour tous ceux qui connaissent l'environnement du transport moderne, ils seront forcément dans ce sens. Il faut qu'on redise les choses telles qu'elles sont. On n'a jamais été contre le fait de se conformer aux règles. On n'a jamais été contre le fait qu'il faut payer des taxes. Non, nous sommes prêts. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des chefs d'entreprise, donc nous gagnons de l'argent. Donc c'est normal qu'on contribue à payer des taxes, nous sommes d'accord. Mais il ne faudrait pas prendre des décisions qui viennent détruire des acquis. C'est de ça que nous parlons.
Nous disons simplement que nous avons aujourd'hui une activité qui fait rêver. Voilà. Et donc, du moment où l'activité fait rêver, bien vrai qu'il faut apporter la régulation, mais il faut regarder, il faut penser. Aujourd'hui, comme il vient de le dire, nous l'avons déjà signifié, quand vous prenez pratiquement la plupart des véhicules sur les différentes plateformes, sont issus de l'épargne des Ivoiriens, qui ont compris quelque part aujourd'hui qu'il faut faire confiance à l'environnement des VTC, donc investissent à nouveau dans le transport. Nous connaissons nos parents qui rêvaient d'investir dans le transport. Pourquoi? Parce qu'on te dit, écoutez, c'est un casse-tête chinois, on ne s'en sort pas. Mais à cause de la traçabilité aujourd'hui, où le monsieur peut s'asseoir chez lui, suivre la recette de son chauffeur à n'importe quel moment de la journée, tout le monde revient à investir dans le transport et on voit son soutien à la population. Voilà, donc on est d'accord pour payer des taxes, on est d'accord pour la régulation, mais nous disons qu'il y a des points à améliorer sur lesquels nous avons des propositions. Nous les avions déposées depuis et nous sommes encore toujours disponibles à entreprendre des démarches pour pouvoir satisfaire tout le monde. D'accord. Drissa Diaby? Oui, bon, moi, vous savez que celui que l'Europe, quand il parle, il me fait rire. Pourquoi? Parce que quand il développe quand même des points qui sont pertinents. Hein. Et puis, elles sont pertinentes, mais quand il parle des jeunes, ou bien c'est les vieux qui sont dans les taxis-compteurs. Ce ne sont pas des vieux qui sont dans les taxis-compteurs. Et puis, il y a 23 000 taxis-compteurs. Quand lui, il parle affaire d'emploi, mais le taxi-compteur, déjà, il y a 23 000 taxis-compteurs. Le VTT, il y a combien? Ce n'est pas 4 000, 5 000, 6 véhicules qui vont venir, 6 000 véhicules qui vont venir au détriment des 23 000 taxis-compteurs. Voilà le mal. Et puis, eux-mêmes sont en train de discuter au moment où on parlait des textes. Mais ils étaient là. Ils étaient bien là. Ils étaient là quand on faisait les propositions des textes. Ils étaient là. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait les textes derrière eux. Toutes les responsables des VTT étaient là. Voilà le directeur qui est là, M. Djabi Ibrahim, de Haut Conseil. On était tous là. Mais quand on parle des puissances, c'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui allez dire au gouvernement que vous avez les moyens. Et puis quand il dit que les Ivoiriens prennent l'argent, c'est les Ivoiriens qui paient les véhicules. Donc ceux qui ont les taxis-compteurs, ils viennent d'où? C'est des Français? En fait, il y a une sorte de comparaison que vous n'appréciez pas certainement, parce que vous estimez que les taxis-compteurs ont contribué pour beaucoup dans l'économie, dans l'emploi des jeunes. Et ça, on peut le comprendre. Voilà, là, ici, maintenant, comme ils sont, ça, c'est des plaidoiries. Parce que s'ils veulent plaider à ce que la puissance des véhicules n'a qu'à être moins. Mais il y a des manières de faire ça. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez vous imposer à certains trucs parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris. Non, ça s'est fait dans ils ne se sont pas comparés à la Côte d'Ivoire que passer à VTT. Tout ce que vous êtes en train de dire, votre idée, c'est pour dire Europe. Ça, en Europe, ça fait comme ça. En Europe, ça fait ça. Bon, c'est qu'en Europe, là-bas, si nous, les Ivoiriens veulent appliquer, la Côte d'Ivoire veut appliquer, on applique sur ça. En Europe, c'est les grandes puissances. Donc, comme vous parlez de l'Europe, c'est que nous, on va appliquer ça ici. D'accord. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Oui, Kwame? OK. Nous ne sommes pas en conflit, nous ne sommes pas en conflit, pas du tout. Heureusement. Justement, il faut comprendre que le monde bouge, le monde est dynamique. Non, on ne peut pas être en conflit. Voilà, le monde est dynamique, le monde bouge. C'est des intérêts, hein. Justement, et si il y a des choses qui sont statiques, nous avançons. Et nous ne sommes pas en train de dire, je répète, nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait la régulation. Au contraire, nous sommes contents parce que hier, nous parlons d'illégalité. Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un secteur d'activité et donc nous demandons simplement qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous ne sommes pas contre. Quand nous prenons par exemple, tout à l'heure ils ont dit, les VTC c'est des véhicules de moins de 5 ans. Ça veut dire que c'est pratiquement des véhicules neufs. Un véhicule qui sort de chez son concessionnaire, en réalité on ne peut pas nous demander de faire 2 fois la visite. On le faisait avec les taxis parce que c'est des véhicules de plus de 20 ans qui sont vieux. C'est pas vrai. Non, justement, je veux dire, à chacun de se battre pour sa corporation. Si vous, par le passé, vous utilisez des vieux véhicules pour exercer et que maintenant vous avez la possibilité d'avoir de nouveaux véhicules, que vous ne cherchez pas à aménager la loi, à discuter avec l'autorité pour pouvoir trouver des voies et moyens pour essayer de trouver le juste milieu, mais ne vous en prenez pas à nous qui essayons de poser nos problèmes. Mais quand vous dites quand même que c'est des véhicules de 20 ans, il y a des taxis qui sont neufs aussi. Mais bien sûr, les taxis neufs, à eux maintenant de faire comprendre à l'autorité qu'il y a désormais des taxis neufs. Donc vous prêchez pour votre chapelle, il n'y a pas de problème. On l'a bien compris. Malheureusement, on est au terme de cette émission. On va laisser le dernier mot à M. Ibrahim Diaby,
qui est le directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport. Alors, les arguments qu'ils avancent, il y en a quand même qui sont pertinents. Est-ce que vous voyez, emboucher cette trompette-là pour demander au gouvernement de revoir justement ces dispositions à la baisse, certaines dispositions? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes sur le chantier de la professionnalisation du secteur du transport. C'est cela. Et les dispositions qui sont prises en ce moment ne sont pas prises pour faire plaisir à quelqu'un. Le gouvernement a à cœur de sécuriser les populations et de sécuriser la question de la mobilité des populations. Et le ministère des Transports aujourd'hui est en train de prendre toutes les dispositions pour que sur toute la ligne, nous soyons des professionnels. Ça va être difficile, ça va être dur, mais le jeu sera comme ça. Je rappelle en termes de charges, que si vous voyez les charges que celui qui sort un autocar en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais vous allez dire, mais il ne peut pas supporter. C'est extrêmement contraignant. Parce qu'il faut répondre à un certain nombre de normes environnementales, normes de sécurité, etc., etc. C'est extrêmement serré. Si vous voyez aujourd'hui les normes, les charges qu'un taxi-compteur, même s'il a 20 ans, doit pouvoir remplir comme condition aujourd'hui pour circuler à Abidjan, mais vous allez dire, mais comment il peut s'en sortir? Ce sont les mêmes choses qui sont appliquées à ce nouveau mode de transport qui arrive pour que ce nouveau mode rentre directement sur le chantier de la professionnalisation. Voilà. La Côte d'Ivoire a une vision en termes de mobilité des populations et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'elle ne veut plus badiner avec ça. Ça va être difficile. C'est une profession. Si vous pouvez, vous vous y engagez. Si vous ne pouvez pas parce que c'est trop contraignant, vous faites autre chose. Mais aujourd'hui, il s'agit d'avoir sur les routes ivoiriennes des professionnels de transport, que ce soit en urbain, en interurbain ou en international. Quand on demande à un véhicule de faire 2 visites techniques, c'est pour un problème carrément mécanique du véhicule. Les statistiques ont démontré que la cause mécanique, que le véhicule soit neuf ou ancien, fait partie aujourd'hui des conséquences des accidents sur la route. Les causes les plus récurrentes des accidents. Les plus récurrents. Et la Côte d'Ivoire a été indexée par moment comme le pays le plus tueur sur les routes. Donc il fallait travailler pour que véritablement on puisse freiner cet état de fait-là. C'est pourquoi, dès le départ, que votre véhicule ait 1 jour, 2 jours ou 3 jours, ou 1 an ou 10 ans, des dispositions sont prises pour que la population soit protégée et que l'investissement que l'opérateur fait soit protégé. C'est vraiment de cela qu'il s'agit aujourd'hui. En 30 secondes, vous voulez réagir ? 30 secondes, oui, je voulais dire que je pense que le rôle de l'État, c'est de préserver des emplois et des acquis. Aujourd'hui, grâce au VTC, nous voyons des jeunes qui sont heureux, qui ont eu de l'emploi pour certains, mais c'est leur premier boulot. On disait avant que le permis de conduire, c'était le premier diplôme. Aujourd'hui, il a tout son sens. Et donc, à l'État aussi de voir dans quelle mesure essayer de protéger les acquis des Ivoiriens. D'accord. En tout cas, merci à vous, Monsieur Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport. Monsieur Drissa Diaby, président de l'Association des détenteurs de taxi-compteurs de Côte d'Ivoire, ADTC Côte d'Ivoire, et Monsieur Kwame Nda Bernard, président de la Mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu aborder cette question. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de NCI 360. Rendez-vous dimanche prochain.